Bonjour à tous, ça y est, la tournée d'automne a enfin commencé. Alors pas pour la France qui jouera son premier match contre le Japon la semaine prochaine au moment où je tourne cette vidéo, mais on a déjà eu deux matchs internationaux assez intéressants. D'abord l'Écosse face au Fidji, bien évidemment c'est l'Écosse qui s'est imposée, 8 essais à 3 de mémoire, en tout cas on peut dire qu'ils les ont massacrés. Et le match qui était le plus intéressant en tout cas du week-end, l'Angleterre face à la Nouvelle-Zélande. C'est d'ailleurs d'autant plus intéressant de regarder ce match quand on sait qu'il concerne le futur adversaire des Bleus. Il y aura en effet un match France face à la Nouvelle-Zélande, et pour avoir vu quelques résumés du match et l'avoir suivi à la radio, je peux dire que c'était un match quand même assez intéressant. Le suspense était là jusqu'au bout. Les Anglais qui pouvaient et devaient gagner le match à mon sens l'ont finalement perdu sur le score de 22-24. On va en parler, mais pas forcément sur le jeu. Le seul enseignement que je voudrais retenir, c'est que les Blacks sont entièrement prenables. Et ça c'est très bien pour les Bleus. À travers les stats, on voit bien que les All Blacks ont un jeu très flamboyant. Ils vont faire beaucoup de passes, ils ont fait 14 offloads, donc passes après contact, et ça c'est vraiment impressionnant. Le ballon sort très rapidement des rucks et ils ont la possession pendant près de 57% du temps. Par contre, ils se sont fait avoir sur le territoire seulement 49%, et ça peut être les prémices d'un jeu très énergivore. Et avec cette impression, certains chiffres peuvent être assez clairvoyants. Le premier, c'est la défense, qui est moins efficace que celle de l'Angleterre. Il y a beaucoup de fautes de main. Les All Blacks sont aussi beaucoup trop de fois pénalisés, ils prennent d'ailleurs un carton jaune. Donc on avait des Néo-Zélandais qui étaient moins cliniques que d'habitude, en tout cas de ce qu'ils avaient montré par le passé, et en même temps ils ont maximisé tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont marqué leurs essais, ils les ont tous transformés, quand en face, l'Angleterre rate 3 drops et une pénalité. Et ça, au niveau international, avoir 12 points qui partent en fumée, ça leur coûte la victoire. Les Anglais avaient tout pour gagner, et c'est tellement frustrant pour eux. Je pense que nous, Français, on doit comprendre cette frustration, on a vécu ce genre de match-là. Une fois, c'est bien, il faudrait pas que ça continue pour les Anglais. En tout cas, de leur côté. Pour nous, si ça continue comme ça, on est plutôt satisfait. Mais le point sur lequel je voudrais revenir concerne plutôt le prologue de tous les matchs qui se jouent avec la Nouvelle-Zélande. Le haka. Je vous fais un bref résumé du petit scandale qu'il y a eu. On a Joe Marler, international anglais, pilier avec 95 sélections, qui s'est exprimé sur X en demandant à ce que le haka soit supprimé, le jugeant ridicule. Ce à quoi l'huile a bien flambé, il y a même eu une réaction du ministère des Sports néo-zélandais, taclant au passage le futur ex du 15 de la Rose. Et c'est pas une blague, hein. Quelques jours plus tard, Joe Marler a annoncé sa retraite internationale. It's time for me to move on. The time has come for me to finally hang up my England rugby boots. Coïncidence ? Je crois pas. Il était quand même assez vieux, par contre il n'aura même pas joué le match contre la Nouvelle-Zélande. C'était de la tension comme ça. Mais du coup, pendant le haka, on a entendu le public anglo-saxon entonner le fameux Swing Low Swift Chariot, un chant traditionnel du public anglais, sauf que ça fait un peu tâche. C'est presque irrespectueux. Je ne pense pas que tous les supporters anglais se soient tous mis d'accord pour soutenir le pilier anglais alors qu'il ne jouait pas le match. C'est un simple fait. Ça avait déjà eu lieu par le passé, on a notamment un exemple en 2015 qui prouve la même chose, et pourtant, je ne qualifie pas ce genre de réponse au haka de vraiment noble. Et du coup, ça relance le fameux débat, est-ce que le haka n'est pas une forme d'avantage psychologique donné aux All Blacks ? C'est une vraie question qui se pose. Dans tout le protocole d'avant-match, les équipes sont en parfaite égalité, et là, normalement, on demande à l'équipe adverse de ne pas répondre. Alors soyez tranquille, l'avantage psychologique du haka n'a jamais été prouvé. Par contre, j'estime qu'une réponse est tout à fait légitime de la part de l'équipe. Ils peuvent en effet répondre soit en étant parfaitement stoïques, qu'ils franchissent la ligne même si ça leur coûte une amende qui honnêtement est dérisoire puisqu'elle s'élève entre 2000 et 3000 euros selon l'équipe. Donc vraiment pas très grave. En voyant la réponse du public anglais, je trouve que ça vient dégrader le haka en lui-même. Et ça ne fait pas partie pour moi des plus beaux haka qu'on ait jamais vus. A l'inverse, dès que l'équipe a l'intelligence d'esprit d'utiliser l'image et non le son pour répondre au haka, c'est à ce moment-là qu'on a les événements les plus forts. Je pense à France All Black 2007, je pense à la finale en 2011, il y a aussi plus récemment l'exemple en 2019 de la demi-finale entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, avec la fameuse tête de Owen Farrell, qui est légendaire. Et c'est à ce moment-là où on se rend compte que le moment que l'on vit est mythique. Chanter au-dessus du haka, qui est déjà un son en lui-même, ça vient juste étouffer et mettre un brouhaha sans aucun intérêt. Il ne faut pas interdire la réponse d'une équipe, mais bien avoir une réponse qui soit graduée. Parce que si l'équipe n'est pas sur le terrain et que le haka se fait tout seul, là aussi ça perd son charme. Ça ne sert plus à rien. Et c'est ce qui s'est déjà passé. Avant, il y avait certaines équipes qui s'entraînaient sur le terrain ou alors qui attendaient directement le coup d'envoi, voire même qui n'étaient pas sur le terrain pendant le haka. Donc oui, il faut une réponse. Et on ne va pas non plus supprimer la magie du haka, tout simplement parce que ça a une importance bien supérieure par rapport à l'hymne néo-zélandais. Surtout dans le cas du rugby. Imaginez que l'on chante au-dessus de la Marseillaise, ce serait déjà inaudible,
mais en plus totalement irrespectueux. Là, c'est un peu le même sentiment. Alors malgré la polémique autour de Joe Marler, qui s'est d'ailleurs excusé au passage, le haka va finalement rester, et évidemment, il est là depuis 1987 de manière constante. Il était déjà là en 1905, et à ce moment-là, il n'y avait que les All Blacks qui l'utilisaient lors de leur tournée en hémisphère nord, donc même c'était un privilège pour nous autres Européens par exemple. Ça fait partie de l'histoire et c'est comme ça. Je suis un peu déçu en voyant la réaction du public anglais de cette manière-là. Il y a forcément une manière plus intelligente de répondre au haka sans que ce soit un brouhaha général. Hâte de voir ce que ça va donner au Stade de France. Allez, sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les Bleus!